15h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Envoi donc d'une aide humanitaire d'urgence à Beledweyne suite aux inondations qui ont eu lieu en Somalie. Et au Nigeria, un double attentat de Boko Haram fait des dizaines de morts. Bonjour et merci à vous de nous rejoindre. Suite à l'appel pour l'octroi d'une aide internationale lancée hier par le président Mohamed Abdullahi Farmajo pour venir en aide aux victimes somaliennes des inondations survenues dans la région de Hiran et du débordement du fleuve de Wabi Shebele, la République de Djibouti a rapidement répondu à cet appel. Les détails avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors, effectivement, oui Asma. Effectivement, une aide de quelques 10 tonnes de denrées alimentaires, de matelas, de couvertures, de moustiquaires imprégnés et de tentes a été dépêchée ce matin par voie aérienne. Ces aides de première urgence comprenaient également de la nourriture pour enfants. Le chef de l'État a par ailleurs donné des instructions claires et précises afin d'envoyer sur place des sécuristes du service de la protection civile. Des sapeurs pompiers aguerris de la protection civile sont en instance de départ et seront déployés dès demain sur plusieurs zones où des crues ont été signalées afin d'aider les populations locales pour apporter les secours et tenter d'assécher certains endroits donc pour installer des campements de fortune et mettre à l'abri donc les sinistrés. Et bien Ahmed, les troupes djiboutiennes de maintien de la paix de la mission de l'Union africaine en Somalie, donc la MISOM, ont également participé à l'évacuation des sinistrés de Beledweyne, des zones inondées de la ville et fourni des bâches et de l'eau aux personnes touchées. La République de Djibouti a répondu à chaque fois aux besoins de ses frères somaliens, qu'il s'agisse lors d'attentats ou d'autres calamités naturelles de graves. Eh bien, rappelons que de fortes précipitations étaient survenues donc dans la sous-région de l'intersaison et c'est ce qui a entraîné des inondations et des crues des fleuves. Et cela s'est produit à la fois en Somalie, en Éthiopie et en Érythrée. Des fortes pluies ont également perturbé la circulation dans les villes saoudiennes et en Égypte. Merci Asma. Et dans le reste de l'actualité, la traditionnelle réunion a été coprésidée sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne pour 2018 a eu lieu ce lundi au département des affaires étrangères. Alors Asma, sur quoi a porté cette réunion? Eh bien cette rencontre a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et qui est porte-parole du gouvernement, et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'Intérieur et de nombreux ambassadeurs de l'Union européenne accrédités à Djibouti, notamment les ambassadeurs d'Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique, les secrétaires généraux des ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'Intérieur, de l'économie et des finances, ainsi que d'autres responsables y ont pris part. Écoutons justement l'ambassadeur de l'Union européenne. Et par la suite, le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a rappelé l'importance de ce dialogue politique qui est, a-t-il dit, un exercice de réflexion, d'échange, de partage de points de vue et d'idées. On écoute le ministre. Session du dialogue politique s'appuiera sur un ordre du jour convenu d'un commun accord et qui sera essentiellement consacré à des thématiques relatives au domaine politique, au partenariat économique entre nos deux parties, ainsi qu'aux questions de politique régionale qui représentent les principaux défis auxquels nous sommes confrontés. Les discussions de ce matin permettront entre autres de nous éclairer sur les négociations post-Cotonou, ainsi que les engagements de l'Union européenne vis-à-vis des États ACP et des États africains en particulier. Sur le plan politique national, il est important pour nous de nous pencher sur les derniers événements en République de Djibouti, notamment les élections législatives du 23 février 2018, et nous pourrons donner un aperçu général sur le bon déroulement de ces élections. À ce titre, le gouvernement de la République du Djibouti a œuvré donc à la consolidation de la cohésion nationale et à l'implication de toutes les forces vives de la nation.
Par ailleurs, de nouvelles dispositions législatives ont été instaurées avec l'introduction de la loi numéro 219 en 2018, 7e législature, qui a modifié la loi numéro 192 en 2012, 4e législature, et instituant le système de quotas dans les fonctions électives. La République de Djibouti a augmenté à 25% le quota des femmes pour siéger à l'Assemblée nationale. Dans le second volet, nous allons aborder les questions économiques. Nous mettrons en exergue les agrégats macroéconomiques et ensuite nous allons aborder l'état d'avancement du 11e FED à Djibouti ainsi que le programme de coopération économique au sens large du terme. Et enfin, nos derniers échanges porteront sur la situation régionale, sur le plan politique et sécuritaire. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour demander le soutien de vos pays respectifs pour la candidature de la République de Djibouti à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Alors, le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrit, rappelons-le, dans le cadre donc de l'accord dit de Cotonou qui lie les pays européens à ceux des pays ACP ou les pays signataires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En prenant la parole donc, l'ambassadeur européen Adam Koulash s'était déclaré ravi de voir une régularité de ce dialogue politique. Les discussions donc, a-t-il dit, soulignées, sont ouvertes à tous les sujets et permettent un raffermissement des relations liant l'Union européenne à Djibouti. Selon lui, l'Union européenne porte donc un grand intérêt au développement de Djibouti. Les thèmes abordés donc au cours de cette dernière rencontre ont couvert tous les domaines importants de la coopération entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Ils ont touché notamment au domaine politique, économique et social. Et concernant le volet politique national, le ministre de l'Intérieur a fait le point donc sur les dernières élections législatives du 23 février dernier. Et par ailleurs, concernant le volet régional, le chef de la diplomatie djiboutienne a fait le point sur la dramatique situation prévalant au Yémen et le désastre humanitaire que connaît ce pays ravagé par une guerre fratricide. Et concernant la Somalie, le chef de la diplomatie djiboutienne est revenu sur l'élection du nouveau président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, et s'agissant du différend frontalier qui oppose Djibouti et l'Érythrée, Mahmoud Ali Youssouf a émis le souhait de la République de Djibouti de voir les sanctions maintenues contre le régime d'Asmara, pays qui, selon lui, constitue une source de préoccupation et d'instabilité pour ses voisins. Et pour ce qui concerne la question économique, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a présenté la situation économique, notamment les grands agrégats de la macroéconomie, la croissance, l'inflation, les investissements directs étrangers et les différents programmes en cours et en programmation avec l'Union européenne. Et enfin, les deux parties se sont félicitées de la qualité des discussions et du traitement de tous les points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et l'Agence américaine pour le développement, l'USAID, a lancé donc aujourd'hui une formation de 2 jours au profit des femmes et portant sur la gestion des coopératives. Cette formation donc se déroule au Centre d'action sociale et d'autonomisation pour les femmes de Balbala. Cette formation a pour objectif notamment d'augmenter le nombre des coopératives et donner aux responsables les outils nécessaires pour leur gestion. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, le représentant du PNUD, le représentant de l'USAID et outre les responsables des ministères de la Femme et de la Famille, des représentants d'associations des 5 régions y ont pris part. La représentante du PNUD a précisé que cette formation vise à renforcer la capacité des femmes pour en avoir donc plus d'activités génératrices de revenus. L'autonomisation économique des femmes et le renforcement des communautés. Et ça vise à renforcer les capacités des femmes, surtout les plus vulnérables, par un accompagnement et pour mise en place d'activités génératrices de revenus. Je saisis cette occasion aussi pour exprimer ma gratitude aux bailleurs qui nous ont permis de faire ça. À l'instar des objectifs de développement durable eux-mêmes, les coopératives privilègent la dimension humaine, gérée par leurs membres qui en sont aussi les propriétaires. Les coopératives sont résolument attachées et renforcent les communautés qu'elles servent. Nous sommes convaincus que les coopératives peuvent contribuer notablement aux objectifs de développement durable, axés sur l'emploi, sur la lutte contre la pauvreté et la faim et sur l'égalité entre les sexes.
En nouvelle nationale toujours, sous la présidence de l'honorable Ahmed Roblé Abdillahi, la commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie donc ce mercredi. La commission a examiné le projet de loi portant code de déontologie des agents publics. La séance de travail de la commission s'est déroulée en présence du ministre du Travail chargé des réformes de l'administration, Hassan Idriss Samrié, et au cours de leur réunion, les représentants du gouvernement et les élus du peuple ont salué d'une même voix l'importance de ce projet qui se veut novateur et au service de l'intérêt des citoyens. Le ministre du Travail a indiqué que les responsables de chaque service ont des obligations et on met donc devant eux un code de bonne conduite. Cela doit guider leur action et comportement. Et enfin, les parlementaires ont tenu à rappeler les dispositions de l'article 38 du titre 4 qui dispose, je cite, « Tout agent, lors de son entrée dans la fonction publique, doit s'assurer qu'il a pris connaissance du présent code et doit veiller à respecter toute disposition le concernant. » Fin de citation. Et en fin de séance, les parlementaires ont donné un avis favorable pour l'adoption de ce projet de loi lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, accompagné d'une forte délégation composée notamment du secrétaire général de son département, du directeur de la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti et d'une équipe de la direction de l'énergie avec à sa tête le directeur de l'énergie, a entrepris donc hier une tournée dans les différentes localités de la région d'Arta. Cette délégation a été accompagnée donc par le préfet d'Arta, Abdoulaye Hidar Oukiye, et accueillie sur place par les honorables députés de la région, Aïcha Mohamed Abdallah et Omar Waberi Malo, ainsi que par le député donc Mohamed Ahmed Aynan. Même objectif que celui de vendredi dernier à Cheikh Haïti à Sankal, à savoir la distribution de kits solaires pour les villages isolés se situant hors du réseau électrique de l'EDD. À leur arrivée donc dans chaque localité, la délégation ministérielle a été accueillie chaleureusement par les villageois sous les applaudissements et des danses traditionnelles, et les villageois ont exprimé leur gratitude envers le ministre. C'est ainsi que les villages de Karta, de Ged Arwin et Hilbaley ont profité de ces kits solaires. Et pour plus de précisions concernant donc cette tournée du ministère de l'Intérieur dans les différentes localités de la République de Djibouti, écoutons donc pour plus de détails le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Comme promis lors de la dernière campagne électorale législative, et comme nous avions aussi déployé tous les kits solaires dans l'ensemble du territoire national. La semaine dernière, nous étions dans la région du Sud. Aujourd'hui, nous sommes dans la région du Lac-Assal. Après Leïta et Omar Chaga, nous allons déployer aujourd'hui aussi sur Karta et PK51 et PK50 aussi. Donc, ceci répond d'abord aux promesses électorales d'électrifier et de donner des kits solaires à l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi pour pallier à nos concitoyens du problème dû au manque de lumière, dû au manque de nos jeunes enfants pour l'éducation. Et chaque village ou chaque endroit où il y a une école et un hôpital. Dans la foulée, sans l'aide du secrétaire d'État à la solidarité et à la DDS et du ministère de l'Énergie et de la Société internationale des hydrocarbures qui nous ont fait don de ces matériels solaires, et nous en remercions fortement. Toujours en nouvelle du pays, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mayoub, a effectué ce matin une tournée de supervision des phases finales de la seconde édition des grands concours scolaires. Il était accompagné des collaborateurs du ministère et des directeurs généraux de l'enseignement et du CFEEF, en l'occurrence Issa Kamil, Ousmane Ibrahim et Abdi Dirir, ainsi que Mme Aïcha Farah. Les phases finales des grands concours scolaires ont eu lieu donc au centre de formation de l'enseignement et de
du ministère de l'Éducation nationale pour les disciplines de mathématiques, de sciences et d'anglais, ainsi que la dictée pour les classes de 5e, 7e et 9e année et la première scientifique. Parallèlement, les élèves des écoles d'enseignement de langue arabe se sont confrontés en mathématiques, sciences et dictée. Les finales des épreuves de dictée se sont déroulées dans les studios de la radiodiffusion télévision de Djibouti qui a retransmis en direct les épreuves. Au cours de ces finales, les écoles qualifiées des phases préliminaires dans les régions de l'intérieur ont disputé les finales aux écoles de différentes zones et circonscriptions de la capitale dans les 2 sites prévus à cet effet. Depuis leur première édition, les grands concours scolaires ont suscité un enthousiasme particulier parmi les apprenants qui trouvent une saine émulation dans ces compétitions qui font appel à leurs connaissances et leurs compétences acquises en classe. Les grands concours scolaires sont donc salués unanimement comme une trouvaille géniale du MENFOP qui a permis aux élèves des établissements de la capitale et des régions de se mesurer dans toutes les disciplines au menu de leur enseignement-apprentissage. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris donc avec une grande tristesse le décès de feu Aïcha Hamad Mohamed, décédé ce matin donc à Tadjoura. La défunte était âgée donc de 71 ans et laisse derrière elle un enfant. La défunte donc était la sœur aînée du Dardar ou sultan de Tadjoura, une femme très respectée par ses frère donc de la région de Tadjoura. Nous prions donc le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Choukri Ali. Bonjour Choukri. Bonjour Ahmed. Alors nous allons nous rendre au Kenya, Choukri, dans un premier temps. Au moins 100 morts à cause des inondations en avril. Et éventuellement, Ahmed, plus de 100 personnes ont péri du fait des inondations rien que, rappelons-le Ahmed, rien que pour le mois d'avril. Donc ces inondations imputables aux fortes pluies qui se sont abattues sur le Kenya, ce qu'a donc rapporté le Comité international de la Croix-Rouge. Les dégâts semblent, Ahmed, incommensurables. Mais les populations ont eu des sérieuses difficultés à quitter ces zones impactées par les pluies, tant les principales routes et les ouvrages d'art, par exemple, ont été détruits par les eaux en furie. Quant au bilan humain, il semblerait plus qu'amer, d'après le Comité international de la Croix-Rouge. Près de 100 personnes ont trouvé donc la mort à cause de ces intempéries d'avril, à l'image, Ahmed, des 8 personnes qui ont été surprises ce vendredi dernier dans leur sommeil par une coulée de boue à Murang'a, au centre du pays. Donc du coup, le CICR tend la main au gouvernement pour que cette catastrophe humanitaire à venir soit anticipée. Et toujours en Afrique, Choukri, double attentat de Boko Haram au Nigeria. Comme une réponse au remerciement de Mohamedou Buhari donc à son homologue, rappelons-le que Buhari avait rencontré hier Donald Trump à la Maison Blanche pour son aide contre Boko Haram. Le groupe terroriste a orchestré un double attentat et fait des dizaines de morts, donc ce mercredi aujourd'hui au Nigeria. La ville de Mubi dans le nord-est du pays a connu la pire attaque de son histoire. Un kamikaze donc s'est fait exploser dans une mosquée, puis un second sur un marché qui se trouvait à proximité. Donc le bilan officiel est pour l'heure de 26 morts et 56 blessés, dont 11 très grièvement touchés. Mais des témoins contredisent ces chiffres et affirment avoir assisté à l'enterrement de plus de 70 personnes en fin d'après-midi. Les autorités n'ont pas commenté pour l'instant, Ahmed, précisant seulement que les 2 kamikazes n'étaient même pas majeurs. Le chaos régnait encore ce mercredi soir, donc depuis aujourd'hui à Mubi, dans cette localité de Nigeria. Et cette fois-ci, nous nous rendons en Europe, notamment en Grèce, Choukri, où l'austérité plombe les défilés du 1er mai. Oui, l'austérité, les plans de sauvetage, le chômage ou encore les défilés du 1er mai en Grèce étaient toujours habités par des sujets angoissants. Des milliers de Grecs ont marché dans 3 cortèges dans la capitale. Ils étaient 7000 dans la plus importante. La ville a tourné au ralenti avec le transport public en service restreint et les ferries collés au port. Dans la foule, Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie, a indiqué que chaque génération de travailleurs et d'employés comme vous
et nous, a-t-il dit, a l'obligation sacrée de se battre encore et encore. C'est qu'il a donc expliqué dans la foule qu'il a pris la parole lors de ces manifestations du 1er mai qui ont été célébrées un peu partout dans le monde, Ahmed. Et enfin, donc, nous allons parler technologie aux États-Unis, notamment Facebook. Il paraît donc que désormais, nous pourrons effacer nos données de navigation. Et effectivement, un mois après l'annonce du pillage massif des données personnelles sur Facebook, le patron du premier réseau social mondial multiplie, Ahmed, les annonces. Mark Zuckerberg a dévoilé hier une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit des utilisateurs qui pourraient désormais effacer leurs données de navigation. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a annoncé donc intervient dans 15 jours après l'audition de Mark Zuckerberg, j'y arrive, devant le Congrès américain, durant laquelle il n'a pas répondu à toutes les questions que posaient donc les sénateurs face au risque d'interférence politique. Le PDG de Facebook s'est néanmoins engagé à mettre en œuvre une série de mesures pour corriger les dérives de cette plateforme sociale. Ainsi, l'identité de tous ceux qui diffusent des publicités politiques, donc encore, ou diffusent des grandes pages de pub seront vérifiées dans le futur à venir, Ahmed. Le patron de Facebook a aussi profité pour annoncer le lancement d'un service de rencontre qui sera également gratuit, rappelons-le. Cette information a aussitôt fait chuter l'action au marché donc sur les principaux sites de rencontres payants aux États-Unis, Ahmed. Merci Choukri, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Téléjournal.